Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Dans ce nouveau numéro de Phase S, nous parlerons de la saga la plus effrayante du cinéma, j'ai nommé Alien. Alors Alien, en effet, est sorti en 1979. C'est un film qui est particulier dans le monde de la SF, puisque c'est un des rares films à être gothique. Il s'inscrit dans des films que l'on considère comme des films d'horreur, et alors que c'est un film de science-fiction qui se passe dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial. La genèse d'Alien est assez particulière puisque le scénario original a été écrit par Dan O'Bannon, et Dan O'Bannon est le scénariste qui avait écrit les prémices de l'histoire, qui s'appelait Star Beast, donc la bête de l'espace, et il s'inspire de pas mal d'œuvres déjà existantes. Alien n'est qu'une continuité d'histoires déjà classiques, d'abord dans la littérature, avec par exemple des œuvres comme Van Vogue, qui datent des années 30 et des années 40. Ça s'inspire aussi de films de série B comme The Queen of Blood, qui est un film de Roger Corman des années 60, et puis d'autres films italiens. Donc voilà, Alien s'inspire de toutes ces choses-là, mais là où Ridley Scott a été quand même très intelligent, c'est qu'il a transformé un scénario qui est quand même somme assez basique en une œuvre qui est extrêmement profonde, et nous allons le voir par la suite. Alien n'est pas simplement le film où il n'y a que des morts, ou le film qui fait peur. En fait, derrière, il y a un véritable scénario avec de véritables personnages et une histoire qui est vachement plus profonde que ce qu'on pourrait penser. Dan O'Bannon, donc, je l'ai dit, c'est Star Beast. Alors, il a eu l'idée de faire cette histoire-là avec son ami Ronald Shusett, parce qu'il y a eu une déconvenue à un moment donné. Il avait été appelé par Jodorowsky pour cette histoire d'adapter Dune au cinéma. Et ça a duré quelques longues semaines puisqu'il était venu en France, et puis le projet a complètement avorté. Il est reparti aux États-Unis et il a sombré un petit peu dans le désespoir, hein. Il n'avait plus vraiment trop de travail, et puis il s'est mis à écrire une histoire comme ça de bestioles qui attaquent l'équipage d'un vaisseau spatial, avec l'aide de son ami chez qui il squattait à ce moment-là, Ronald Shusett. Donc ça s'appelait Star Beast. Il ne savait pas trop aller de O'Bannon dans son histoire, et puis c'est son pote là qui lui a suggéré d'intégrer une histoire qui s'était déroulée pendant la guerre. En tout cas, c'est ce que la mythologie, ou en tout cas c'est ce qu'on raconte, c'est qu'un équipage de bombardiers aurait été attaqué par des gremlins au retour d'un bombardement sur le Japon. Alors effectivement, Dan O'Bannon a pris ce fait-là, historique ou pas, on ne sait pas, hein, et donc l'a intégré dans son scénario, et ça a donné les prémices du scénario Alien. Dan O'Bannon n'était pas tout à fait nouveau dans le milieu. Il avait déjà participé, il avait écrit quelques scénarios, et puis il avait surtout collaboré avec John Carpenter, que tout le monde connaît, hein. À l'époque, bien entendu, c'était très jeune, c'était au début des années 70, et Carpenter tournait un film qui s'appelle Dark Star, l'étoile noire en français. Et donc Dan O'Bannon avait participé au scénario, et puis il avait joué en tant que comédien, il a fait une apparition. Et là, c'est l'histoire d'un équipage à bord d'un vaisseau spatial, et qui doit larguer des bombes sur des astéroïdes, et les bombes sont intelligentes, et à un moment donné,
c'est un petit peu à la mode de 2001, l'ordinateur de bord, en tout cas les ordinateurs des bombes commencent un petit peu à réfléchir sur leurs conditions, et puis ils veulent pas obéir aux ordres, etc., etc. Et il y a une sorte de monstre, d'étranges créatures qui pénètrent à l'intérieur du vaisseau spatial. Et pour ce film-là, des artistes comme Ron Cobb, illustrateur de génie, avaient fait les dessins préparatoires et avaient participé donc à l'imagerie même du film. Je vais faire une parenthèse aussi. Dark Star est un film très très intéressant, même si c'est un film qui n'est pas totalement dans le standard hollywoodien. C'est plutôt un film d'auteur assez étrange, de par d'abord sa narration et puis sa conception des effets spéciaux, assez rudimentaires. Mais on a tendance à dire que, par exemple, Star Wars est le premier film de SF à montrer un univers science-fictionnesque sale. Dark Star était déjà, bien avant Star Wars, montrait déjà un univers relativement sale, ce que continuera de faire Alien. Eh bien, O'Bannon fait ce scénario-là, écrit ce scénario-là, et puis c'est son pote Chaussette qui, ayant un pote dans la production chez Fox, va passer le scénario à une nouvelle production qui s'appelle Brandywine, qui a été montée par Walter Hill, qui est un célèbre réalisateur. Il y avait également Gordon Carroll et puis David Giller. Et à eux trois, donc, ont formé cette société Brandywine, et puis ils étaient en balle de scénario, et on tombe sur ce scénario de Dan O'Bannon, et ils ont été assez emballés par l'histoire. Alors ils ont trouvé le scénario assez médiocre, a priori, et ce qu'ils ont retenu de l'histoire, c'est surtout la scène mythique, qui est devenue mythique par la suite, puisque c'est la fameuse scène où Kane explose, ou en tout cas le torse de Kane explose pour laisser apparaître cette bestiole-là, et ça les avait drôlement emballés. Alors, trouvant ce scénario assez basiquement écrit, c'est David Giller qui était scénariste de cette maison de production, qui a décidé de tout réécrire, et ils ont cherché par la suite un réalisateur, et ils sont tombés sur Ridley Scott, qui était un jeune réalisateur à l'époque, essentiellement un réalisateur de pub, c'est un Anglais, ayant un seul film à son actif qui s'appelait Les Duellistes, avec Keith Carradine et puis Harvey Keitel. Alors au départ, le film, il n'y avait qu'un budget d'à peu près 4 millions de dollars, ce qui est quand même assez élevé pour un film de série B. Mais, il y a un mais, c'est que Ridley Scott s'est tellement impliqué dans le scénario et dans l'histoire qu'il a réalisé sous forme de storyboard toute l'histoire du film. Et quand il a présenté ça à Walter Hill, qui ne voulait pas, qui lui, réalisateur donc qui n'aime pas trop la science-fiction, a été drôlement emballé, et ce qui fait que le budget a été multiplié a priori par deux, ce qui a permis d'avoir des décors autrement beaucoup plus, plus jolis et beaucoup plus aboutis que ce qui avait été imaginé au départ. Alors il a cherché une équipe d'artistes pour l'aider à créer l'imagerie de son film. Et alors c'est Dan O'Bannon qui, ayant travaillé sur le projet de Dune, avait collaboré, ou en tout cas avait croisé la route de grands artistes comme Mobius Giraud, le français, qui s'est occupé essentiellement des costumes et quelques petits designs. Ron Cobb, qui avait participé avec Carpenter et donc au projet de Dune. Et puis Giger. Alors bon, mais Giger n'avait pas été... en fait, il ne faisait pas l'unanimité au sein de la production. On sentait pas... personne ne sentait ce type-là. Et c'est O'Bannon qui a insisté auprès de Ridley Scott pour vraiment le prendre dans son équipe. Dan O'Bannon présente le travail de Giger à Scott, et Giger avait réalisé précédemment, à cette même époque-là, le Necronomicon de H.P. Lovecraft. Et justement, parmi les illustrations de Giger, il y avait ce qu'il a nommé, lui, à l'époque,
Alien 4 et Alien 5. C'est carrément l'origine, les prémices de l'Alien que nous connaissons dans le film de Scott. Scott a été très très emballé et il s'est dit que là, effectivement, il tenait son monstre, puisque le design du monstre ne correspondait à rien de ce qui avait été fait précédemment. On a toujours eu des personnes en caoutchouc, des formes un petit peu bizarroïdes, etc. Mais enfin, rien de vraiment très 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 crédible, surtout dans les films de SF des années 50 et des années 60, où à chaque fois qu'on devait représenter un extraterrestre, on éludait la question, même Kubrick, hein, pour 2001 l'Odyssée de l'espace, il a pendant des mois et des mois, il a étudié la possibilité de faire apparaître dans son film des extraterrestres, et puis au final, il a jeté l'éponge parce qu'en fait, il n'y arrivait pas. Et là, pour le film, pour le sujet d'Alien, il fallait réellement un monstre qui tienne la route. Et Giger est arrivé au bon moment avec ces fameux dessins, sa patte d'illustrateur et d'aérographiste plutôt. Et donc là, la production s'est mise, je dirais, en branle, parce que c'est le terme, sans être péjoratif et vulgaire, puisque nous allons voir que l'œuvre d'Alien dégouline de sexualité. C'est clair, dès le départ, Alien, c'est le sexe, le stupre à plein nez. Voilà. Alors la production a été faite en Angleterre, puisque c'est tourné dans les studios de Shepperton en 1978. Et là, il y a toute une équipe, les Anglais, merveilleux artistes, hein, puisqu'ils avaient participé les 2 années précédentes à l'élaboration de Star Wars. Et alors donc, excellent technicien également. Ron Cobb, qui est un illustrateur de génie, qui a participé à des films comme Conan le Barbare, c'est lui, les épées de Conan, ainsi que le temple de Tulsa-Doom, c'est lui. Ron Cobb, c'est également la DeLorean de Retour vers le futur. Ron Cobb, c'est Dieu le maître parmi les illustrateurs et les designers, à tel point que ce type-là est tellement recherché et tellement cher que les productions le font intervenir, mais il coûte tellement cher donc une fois qu'il est intervenu, lui, il repart à la maison. Mais toujours est-il que ses talents sont extrêmement reconnus. Alors il participe à Alien, et pour Alien, c'est lui qui a fait le design par exemple du Nostromo, le vaisseau remorqueur de la compagnie Weyland-Yutani. Et c'est lui qui a fait entièrement les intérieurs, les couloirs, les coursives, les postes de pilotage, les salles cryogéniques dans lesquelles les membres d'équipage dorment, etc. Donc c'est Ron Cobb. On a fait appel aussi à l'illustrateur Foss, Christopher Foss, qui est très très connu depuis les années 70 pour ses merveilleuses illustrations de vaisseaux spatiaux dans l'espace. Vraiment, il y a un côté grandiose qui se dégage des œuvres de Foss. Et alors lui, il s'est occupé des extérieurs. Alors il a fait des dessins en n'en plus finir. Et il y a eu également Carlo Rambaldi. Et puis le scénario de Dan O'Bannon a été complètement revu, réécrit. Et le Alien de 1979, c'est un travail en commun au niveau artistique, mais c'est surtout une implication de Ridley Scott qui a fait qu'il a transformé un film dont le sujet est un sujet de film de série B en un film extraordinaire. Il n'y a pas 2 films comme Alien. Alors l'histoire d'Alien, vous la connaissez, hein, je vais dire basiquement, mais c'est pour prendre le contre-pied tout à l'heure. C'est un équipage qui répond à un signal qui s'avère être un signal plutôt d'alerte que de détresse. Alors on débarque sur la planète, et puis là on découvre une épave de vaisseau extraterrestre, et puis les membres d'équipage pénètrent à l'intérieur de ce vaisseau spatial abandonné, et puis on découvre qu'il y a des sortes de cocons, des œufs, et puis malencontreusement un des membres d'équipage, Kane, va
mettre la tête dessus, parce que là, si ce qu'il ne faut pas faire, on le fait, bien entendu. Et puis, il y a une bestiole qui lui saute sur le visage. On le ramène à bord du vaisseau spatial, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, puisqu'on bafoue la quarantaine, la seule qui a eu la présence d'esprit, c'est Ripley. C'est la troisième en hiérarchie dans l'équipage. Et puis, à partir de là, la bestiole va se développer, va décimer entièrement l'équipage. Et tout le monde a peur, et tout le monde crie dans le cinéma, etc. Seulement ça, c'est la partie émergente de l'iceberg. C'est simplement la surface des choses. Le scénario d'Alien est très 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 intelligent parce que si on observe l'attitude du personnage de H, dont on apprendra par la suite qu'il est un androïde, eh bien si on focalise son attention sur le comportement de ce personnage-là, dès le départ de l'histoire, dès que l'équipage est réveillé, dès qu'il répond au signal de détresse, eh bien, on a compris que l'histoire d'Alien n'est pas une histoire linéaire, mais qu'est une histoire réellement pensée, et que la compagnie qui a affrété le Nostromo, eh bien, qui revient sur Terre, sait qu'il existe déjà des aliens. On ne découvre pas l'alien. Nous, en 79, on découvrait en tant que spectateur qu'il y avait des extraterrestres par la suite, mais dans le scénario de Ridley Scott, beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit, et je le répète, eh bien, par l'intermédiaire de ce personnage-là, de l'androïde H, on sait dès le départ que les terriens, les humains, savent qu'il existe des aliens et que la compagnie veut récupérer un des aliens pour leur rapporter, et que l'équipage va être sacrifié pour l'alien. Et effectivement, c'est ce que fait tout le long le personnage de H, puisque par ses décisions détournées, parce que si on regarde bien, si on suit attentivement l'histoire d'Alien, on s'aperçoit que Dallas, qui est le capitaine, qui normalement est le personnage par qui on débute la hiérarchie, il est totalement effacé. Il ne fait que subir face à l'alien. De toute façon, tout le monde prend une déculottée. C'est clair. Dans le premier Alien, tout le monde meurt, hormis Ripley et le chat. Dans Aliens, quand ils sont face à Alien, eh bien, tout le monde pleure. Il n'y a plus personne, tout le monde perd ses baloches, et puis la seule qui reste, qui résiste et qui fait face à Alien, c'est encore Ripley. Donc à chaque fois que des humains se trouvent face à un alien, aussi beau, aussi fort, aussi puissant qu'ils peuvent être, eh bien tout le monde perd ses moyens et il ne reste plus personne pour faire face à cette bestiole qui est extrêmement véloce et extrêmement vindicative. Mais donc on revient sur Alien, et donc je disais que le scénario était très intelligent. Nous avons affaire à une histoire de château hanté dans l'espace. D'abord les coursives du vaisseau, on ne sait pas où se trouvent les choses. La caméra panote, la caméra avance, la caméra recule dans les décors, mais on ne sait jamais trop où on se trouve exactement à bord du vaisseau spatial. C'est un méandre, c'est une sorte de labyrinthe, et ça c'est voulu, pour perdre le spectateur. D'un point de vue design, château dans l'espace, un château gothique, un château hanté, il y a également la raffinerie, que le Nostromo, le vaisseau principal qui atterrit sur la planète, donc c'est un remorqueur. Et il remorque une énorme plateforme qui sert à récupérer des minerais, etc. Il faut regarder son design. Là aussi, c'est une cathédrale. Il y a plein de flèches de tous les côtés. Donc c'est voulu. C'est une horreur gothique moderne dans l'espace alien. Et il y a eu des inspirations. Il y a aussi un film qu'il faut noter. C'est La chose de notre monde, The Thing, de Christian Nyby, donc des années, tout début des années 50. Là, les scientifiques
tombe sur les restes donc d'une épave d'un vaisseau spatial extraterrestre, il ramène un être bizarroïde qui est un extraterrestre qui est complètement pris dans les glaces, et puis la glace va fondre, et puis la bestiole va retourner à la vie, et puis décimer carrément tous les membres de la station. Eh bien, carrément, c'est l'histoire d'Alien. Et dans cette histoire-là de la chose de notre monde, il y a le docteur Carrington, qui est le scientifique qui étudie le sang de cette bestiole-là, si on peut parler de sang, puisque c'est un végétal à la base. En tout cas, pour cette version-là de la chose de notre monde, eh bien, le docteur Carrington n'est ni plus ni moins que l'inspiration de l'androïde H que l'on trouve dans Alien. Et il a exactement les mêmes tirades. Alors je vais vous lire le dialogue de l'androïde H, de l'officier scientifique d'Alien. Voilà ce qu'il dit dans le film, en parlant de l'alien. Au moment où à la fin il est décapité, il n'y a plus que sa tête sur la table, et là Ripley ainsi que Parker, qui sont les deux uniques survivants, découvrent que en fait H est un androïde. Une saloperie de robot, comme il dit Parker. Voilà ce que dit H. Sa perfection structurelle n'a d'égal que son hostilité. J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, les remords ou les illusions de la moralité. Vous avez ma sympathie. Ça, c'est H dans Alien. Et le docteur Carrington, dans La chose de notre monde, dit ceci à propos de la bestiole. Pas de douleur ni de plaisir au sens où nous l'entendons. Pas d'émotion, pas de cœur, notre supérieur à tout égard. Donc là, carrément, c'est un hommage à la chose de notre monde, et Alien, effectivement, s'est inspiré de ces choses-là, et Ridley Scott, donc, a puisé dans ces différentes histoires pour créer, lui, sa propre histoire d'Alien, même si on part sur un scénario de Dan O'Bannon, qui est très, très certainement bien, mais qui était quand même très, très basique. Il en a fait quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a plein de choses qui installent Alien 79 dans son contexte, dans un contexte historique. D'abord, nous sommes en pleine époque de mouvements sociaux en Angleterre, de nombreuses grèves. Les salariés, les travailleurs manifestent pour avoir de meilleures conditions de vie. Et donc il y a le libéralisme qui commence à montrer sa puissance. Et bien Alien s'inscrit dans ce milieu-là. Eh bien, on a par exemple Brett et Parker. Alors, Brett et Parker, ce sont les deux travailleurs qui sont dans la cale du Nostromo et qui s'occupent de tout ce qui est les manettes, de réparer, etc., etc. Dans leur attitude, on a affaire à des travailleurs qui sont en bisbille avec les supérieurs, comme dans la réalité de l'époque à laquelle s'est réalisé Alien. On a des supérieurs qui ne veulent pas entendre parler des travailleurs. Pour eux, seuls les bénéfices comptent. Alors, je l'ai cité tout à l'heure, Dallas, qui est un capitaine carrément inexistant. C'est H qui tire les ficelles. On regarde l'histoire de film, on visionne le Alien, on s'aperçoit que H reste toujours... J'ai vraiment une grande admiration pour ce personnage-là, qui est très intelligemment étudié, ou en tout cas a été créé par Scott. Il reste toujours en retrait. L'équipage discute autour de la table, ils sont tous en avant, au premier plan, et H, lui, l'officier scientifique, est toujours derrière. Et il faut l'étudier, il faut le regarder, il réagit à chaque fois, et quand le capitaine dit un truc, H dit quelque chose qui fait que le capitaine va
réorienter son discours de façon à correspondre à ce que dit H. Donc H est un manipulateur. Et donc le capitaine se laisse manipuler, il se laisse manipuler à la fois par ses officiers subalternes, il se laisse également manipuler par la compagnie, la Weyland-Yutani. Alors la Weyland-Yutani était une composition de noms de Ron Cobb entre Weyland, qui a été créé d'après British Leyland, qui est une marque anglaise, et Yutani, qui est une société fictive, bien entendu, japonaise, pour montrer que les deux grosses sociétés se sont associées pour créer un consortium dont on ne sait plus où est la tête, où est la queue. Je veux dire, c'est vraiment une grosse nébuleuse qui est là pour amasser du fric sur le dos et des travailleurs, des salariés, de l'équipage, etc. Et pour ces sociétés-là, seul l'argent compte. Et dans le cas d'Alien, on veut absolument récupérer l'alien pour faire de l'argent, pour l'étudier, peut-être pour vendre ses gènes, pour développer des armes dont on ne sait pas trop. Mais voilà la Weyland-Yutani. Et ce qui est assez intéressant de savoir, c'est que, par exemple, Les Dualistes, le premier film de Ridley Scott, est inspiré d'une œuvre de Joseph Conrad. Et Joseph Conrad a écrit donc d'autres œuvres, et parmi elles, il y a des noms qui reviennent dans Alien. Par exemple, Nostromo, le nom du vaisseau remorqueur, c'est inspiré d'une association de mots, c'est Nostros Homo, c'est-à-dire notre homme, Nostromo, notre homme. Et dans une histoire de Conrad, effectivement, il y a un groupe d'individus mal intentionnés qui veulent récupérer, mettre la main en tout cas sur les matières premières, les richesses premières d'un pays, quel qu'en soit le prix, pour le pays en tout cas, et ils ont un homme de main qui fait la basse besogne et qui essaie de s'enrichir sur le dos. Donc on l'appelle notre homme, et effectivement le vaisseau va devenir Nostromo, c'est carrément ni plus ni moins que le bras armé ou l'extension de la société la Weyland-Yutani. Sulaco, qui apparaît, le vaisseau des Marines, qui apparaît dans Aliens de James Cameron, pareil, ça vient de la même œuvre de Conrad, puisque c'est la petite ville à côté des mines où est censé se dérouler l'histoire. Voilà, il y a plein de petites connotations comme ça. Kane aussi, Kane, K-A-N-E, est aussi un jeu de mots. Phonétiquement, ça correspond à Cain, qui est dans la Bible. Lorsqu'il est ramené à bord du vaisseau, il est comme mort. Il est vivant, mais il est comme mort. Donc il est entre la vie et la mort. Alors, quand la bestiole meurt, il va revenir à la vie, pas pour très longtemps, puisqu'il va exploser, sa poitrine va exploser, il va laisser apparaître ce qu'on appelle le chest buster, l'exploseur de poitrine qui va donner l'alien. Et là, d'un point de vue cinématographique, John Hurt va devenir immortel. Je veux dire, c'est une scène qui est restée et qui restera dans les annales cinématographiques. Et c'est cette scène-là qui a plu à Brandywine, à la production, donc Walter Hill et ses camarades, et qui les ont fait décider à produire le film. On a d'autres personnages assez emblématiques. Vraiment, la personne qui sort du lot, c'est quand même Sigourney Weaver, Ripley, dont le rôle de Ripley ne lui était pas échu au départ. Elle devait avoir celui de Lambert, Veronica Cartwright. Et c'est, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Alan Ladd qui a décidé d'en faire plutôt, de faire l'autre personnage, qu'on lui donne l'autre personnage. Sigourney Weaver venait du théâtre, elle était toute jeune à cette époque-là, et
Et elle ne s'attendait pas à ça, elle était habituée à un environnement assez minimaliste, etc. Et alors quand on a fait appel à elle pour faire un bout d'essai, bon, elle s'est dit, je vais avoir moi plutôt le rôle de Lambert parce que je suis plus en retrait, etc. etc. Chose extraordinaire, et le destin quand même a fait les choses peut-être bien pour elle, c'est qu'elle a endossé le rôle de Ripley et elle est devenue, elle également, une icône cinématographique. C'est un des rares personnages féminins, excusez-moi du terme, mais qui est assez couillu quand même, hein, c'est quand même la survivante de l'histoire, et ce sera la survivante des autres histoires d'Alien. Donc Veronica Cartwright a eu un petit peu les boules quand même à l'époque parce que ce premier rôle-là lui a échappé. En tout cas pour Sigourney Weaver, c'est clair, elle est devenue une star du jour au lendemain. Alors au niveau du décor, ça avait été quand même très étudié, hein. On lance pas une production cinématographique sans avoir un plan de bataille. Et dans le cas d'Alien, les budgets non plus n'étaient pas totalement à rallonge. Ça s'est fait en Angleterre, hein, je l'ai dit, à Shepperton. Alors il y a eu tous les artistes, tous les techniciens qui ont participé. Et par exemple, lorsque l'équipage, les trois, débarquent à l'intérieur du vaisseau spatial abandonné, eh bien on découvre le Space Jockey. Magnifique décor, la caméra fait un travelling arrière et dévoile l'immensité de ce magnifique décor avec cet extraterrestre là qui est face à une sorte de télescope, on ne sait pas très bien ce que c'est exactement, et derrière il y a les murs en forme de d'os, hein, etc. Eh bien on ne devait pas avoir ce décor-là parce qu'en fait ça coûtait très cher parce qu'il devait y avoir également le décor, la salle des œufs. Ridley Scott demande de débloquer un peu d'argent pour faire un plus grand décor pour le Space Jockey et fait en sorte que ce dernier soit mobile et tourne au centre du décor pour avoir des angles de caméra différents. De même, ce sont des enfants qui passent devant le Space Jockey en combinaison spatiale pour faire paraître la perspective encore plus grande qu'elle ne l'était en réalité. Scott en profite avec Alien pour remettre à nouveau une histoire d'androïde avec Ash, sujet qu'il affectionne et qu'il avait déjà abordé avec Blade Runner. Scott a depuis 40 ans cette envie de raconter une histoire ou des histoires autour de la création. Qui est qui fait quoi, qui est avant quoi, la poule de l'œuf, etc. Et Alien, c'est ça. Le premier Alien, c'est un monstre qui décime l'équipage, mais on apprendra par la suite que il y a des extraterrestres qu'on appelle ingénieurs, par exemple, mais on va y revenir, qui ont créé qui se mettent à faire des expériences et qui créent l'alien. Les ingénieurs ont également créé les humains, a priori, c'est ce qu'on voit dans Prometheus. Dans Blade Runner et dans Alien, les humains créent des androïdes. Voilà, il y a une grande part de création et de savoir qui joue à Dieu ou pas. Alors je vais revenir au niveau de la création d'Alien, puisque Alien, sans Alien, c'est pas Alien. Alien, c'est Giger, Hans Rudi Giger, donc, qui était suisse. J'ai eu la chance de le rencontrer par 2 fois, et dont une, c'était pour... les lecteurs de The Planet connaissent, hein. C'était pour une interview. J'ai été extrêmement séduit par l'artiste. D'une simplicité, d'une très grande ouverture, vraiment un gars vraiment très gentil. Et donc c'est Giger Alien, lorsqu'il a créé ce personnage-là, il s'est basé sur ses dessins du Necronomicon. Et il y avait une grande difficulté pour porter à l'écran l'alien de façon à ce que la bestiole extraterrestre devienne crédible. On ne voulait pas d'un homme en caoutchouc. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est un petit peu comme avec Les Dents de la Mer, Jaws de Spielberg. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la bestiole fonctionnait, mais moins on en montrait, mieux on se portait.
Ridley Scott voulait faire en sorte d'avoir un monstre crédible à l'écran et fit en sorte d'en montrer le moins possible lui aussi. Néanmoins, un acteur fut tout de même glissé dans un costume, un Nigérian du nom de Bolaji Badjevo, qui incarna le monstre grâce à sa morphologie filiforme, tout comme par exemple Kevin Peter Hall qui incarnait le Predator. Ici nous avons le facehugger, là aussi une débauche de sexualité, le facehugger. Alors cette bestiole-là, elle saute au visage des victimes, et puis la queue s'enroule autour du cou, jusqu'à l'étouffer, donc on ne peut plus s'en débarrasser. Il y a ces longs doigts qui viennent insérer la tête, et puis la bestiole met carrément une partie génitale sur le visage et carrément dans la bouche. Alors là on a un exemple quand même assez probant, c'est que c'est à la fois un vagin. On voit quand même que c'est le sexe d'une femme. Et il y a une trompe qui sort du facehugger. Et cette trompe-là va être insérée par la bestiole dans la gorge pour pondre neuf au fond. C'est ni plus ni moins qu'un viol oral. On a un mélange à la fois de sexualité féminine et masculine. Cette trompe donc qui sort, trompe dit phallus, eh bien c'est accompagné quand même des deux orphelines. Qui viennent englober les joues de la victime. Donc Alien est extrêmement sexuel, et alors ça a été aussi créé par Giger. L'œuf a été créé par Giger. La seule bestiole que Giger n'a pas créée pour Alien, c'est le Chestbuster, c'est la bestiole qui sort, enfin c'est l'alien en miniature quand il est tout jeune, et donc ça n'a pas été créé par Giger, ça a été créé par Roger Deakins, qui est un artiste anglais, et parce que Giger avait dessiné une sorte de quand on voit les dessins préparatoires, il avait dessiné une sorte de poule, mais ça fonctionnait pas, à vrai dire, une sorte de truc un peu décharné, un peu bizarroïde, et ça n'allait pas du tout dans ce qu'il avait déjà pondu, sans jeu de mots, auparavant avec Giger avec Alien et avec le facehugger. Donc là, c'est Roger Deakins qui a créé la forme à la base de l'Alien, qui est la base même de l'Alien lorsqu'il s'échappe sur la table, et qui va au fur et à mesure muter, il va perdre donc sa peau, et il va grandir, et s'en aperçoit qu'effectivement la bestiole est assez, d'une physiologie étrange. C'est une boucle, et justement, normalement, on aurait dû voir, puisque Giger avait dessiné un cycle de reproduction, on aurait dû voir sur les murs du Derelict, le vaisseau extraterrestre abandonné, l'équipage aurait dû identifier un cycle qui s'avère être de reproduction, qui montrait le cycle de reproduction de l'alien. Et on voit clairement que l'alien pond, le facehugger pond dans une victime, la victime laisse éclater, sortir l'alien, qui va grandir. Cette victime continue de se modifier pour devenir une sorte de cocon, qui va donner naissance encore à un facehugger, qui va encore infecter une autre victime, etc., etc. Donc il n'y a pas de reine, ou en tout cas il n'y a pas de femelle qui intervient là-dedans. Tout le long du combat de l'équipage qui est décimé au fur et à mesure, puisqu'il ne reste plus qu'une survivante, Ripley, et un survivant qui est le chat. Je vais en parler. Lorsque Ripley se retrouve dans la navette et qui va faire exploser le Nostromo, qui coûte plusieurs centaines, voire des milliards de dollars, on lui reprochera plus tard à Ripley dans Aliens, elle s'échappe à bord de cette navette-là, et malheureusement, Alien a été aussi intelligent, et il fuit aussi, il se réfugie dans la navette. On l'a vu, tout le long du film, c'est de la sexualité.
Alien bave, etc., etc. Son crâne phallique, la queue qui passe entre les jambes de Lambert, etc., etc. Les œufs. Au départ, ça devait s'ouvrir avec c'était une vulve, à vrai dire. Il y avait 2 pans qui s'ouvraient comme ça. Et puis, ils se sont dit, les producteurs se sont dit, non, on va pas laisser ça, on va être interdit. Il y a toute la ligue des chrétiens, etc., qui vont nous tomber dessus. On va être interdit dans certains pays, etc. C'est pour ça que Giger a transformé, c'est devenu une croix. Enfin, en tout cas, ça s'ouvre en une forme de 4 pétales. Voilà. Donc Ripley est la survivante à la fin, et puis elle commence à se déshabiller. Alors il y a une tension quand même, il y a un relâchement plutôt, et puis bon là, soudain Ripley, qui a lutté du début jusqu'à la fin du film, qui s'est transformée elle aussi, comme l'alien se transforme tout le long du film. Il passe du facehugger là vers cet alien là en passant par des étapes intermédiaires de bestioles. Ripley, pareil, a une transformation. On ne le note pas, on ne l'a pas noté, mais Ripley est une femme. Et puis, soudain, elle se transforme à elle-même en commando. C'est la seule survivante. Elle a une puissance qui devient masculine. Elle a eu l'énergie nécessaire, la volonté nécessaire, la force nécessaire pour faire face à l'alien. Quelque part, Ripley, qui est une femme, s'est transformée en homme. Il y a cette connotation de transformation, de modification physiologique. Et puis soudain, elle se croit libérée de l'alien, elle pense qu'il est mort, et là, elle relâche donc sa tension, et elle commence à se déshabiller. Elle rentre dans une seconde peau, elle redevient femme, et elle le montre, puisqu'elle se retrouve en petite culotte. Alors ça fait fantasmer plein de gars à l'époque. Elle montre sa sexualité féminine, sa féminité. Et puis soudain, elle voit l'alien, qui est là, le xénomorphe, et elle se dit, bon sang, il va falloir encore que je livre mon combat. Et là, rebelote, elle change encore d'identité, elle se remet dans la peau d'un guerrier, elle endosse ce scaphandre, et elle attend Alien au tournant. Et chose bizarre, je vais vous le dire, c'est que elle fait subir à Alien ce que les autres victimes ont subi. Ken en particulier, qui a explosé de l'intérieur, qui a implosé, on va dire, pour laisser sortir la bestiole, eh bien Ripley, elle va prendre le xénomorphe à rebrousse-poil, puisque elle va également le violenter, et elle va le violer, elle va carrément le pénétrer avec un harpon. Elle va le faire mourir de la même façon que Ken est mort. À savoir que Ken est mort par la en ayant sa poitrine qui explose, eh bien elle fait subir la même chose à Alien en faisant mourir Alien, le xénomorphe, par une explosion de sa poitrine grâce à un harpon. Voilà, donc Alien a plein de connotations de modification, de transformation de corps, etc. C'est absolument génial. Alors je disais, au niveau du décor, lorsque Ken descend en rappel au bout de ce câble et qu'il découvre ce champ d'œufs, eh bien il y a un laser. Et il est dit dans le film que c'est pour protéger, ou c'est un truc d'alerte, etc. Et effectivement, il passe la main à travers, et puis il y a un son qui se fait, et c'est absolument magique. Et bien le laser qui a été utilisé dans le film ne provient pas directement du studio ou des gars d'effets spéciaux, pardon. En fait, c'est le groupe Les Who qui répétait dans les studios qui étaient à côté, et la production est allée les voir, et donc le laser que l'on voit dans le film, ça vient du groupe Les Who. Alors Alien est intitulé le 8e passager. En effet, on a l'équipage qui est composé de 7 personnes. On a Dallas, Kane, qui est le second, Ripley, Ash, Lambert, Brett et Parker. Alien, 8e passager, c'est le titre. Mais on a un autre personnage d'Alien,
le chat. Il s'appelle pas le chat, en fait c'est Jonesy exactement, son vrai nom c'est ça. Je trouve étrange, j'adore les animaux, d'ailleurs moi-même on leur trouve tout, d'abord on les baptise, hein, enfin on leur trouve des noms, et on les trouve surtout des surnoms, voilà. Donc Jonesy, etc. Voilà. Mais je trouve quand même assez étrange de la part de production, et n'ayant vu ce que nous venons de voir au niveau de la connotation des histoires sous-jacentes donc d'aliens, je trouve quand même étrange que le chat, qui ne fait que de brèves apparitions dans le film, porte un nom. Le chat, c'est pourquoi un chat? On aurait pu choisir un chien, un perroquet, je ne sais pas, enfin bon, en tout cas un chat. Ok, alors c'est vrai qu'un chat c'est très indépendant, donc on n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. Un chat est à ce point indépendant que quelque part son maître il s'en fout. Et tous les propriétaires de chats, tous les papas de chats et les mamans de chats, un chat pour ses parents c'est un petit peu des esclaves. Eh bien, je pense que c'est pas si anodin que ça d'avoir choisi un chat et de l'avoir noté. Le chat est synonyme aussi d'altérité. L'altérité, c'est l'autre. C'est le rapport à l'autre, le rapport à l'étranger. L'altérité, c'est l'étranger. Et le chat est l'étranger par excellence. C'est l'étranger qui est familier à l'intérieur d'une famille, mais qui est à ce point indépendant et à ce point intelligent qui fait que on a l'impression d'avoir un extraterrestre. Le chat est cette bestiole que les membres d'équipage essaient de protéger de l'alien, essaient de défendre, et à chaque fois, ils se font rétamer la gueule. Et le chat est l'unique survivant. Et si finalement, au lieu que ce soit l'alien, le 8e passager, c'était le chat? Toute l'histoire tourne autour du chat finalement. Du début à la fin, il y a un chat, et le chat reste le survivant, et on essaie de le protéger. Moi je pense que le 8e passager, il y a cette idée donc de 8e passager. Ouais. Le chat est donc Jones et le 8e passager. On le voit dans une scène en particulier où Ripley essaie de s'échapper et de prendre la navette pour s'enfuir. Elle a une caisse de transport et elle met Jones à l'intérieur. Et puis doit vaquer à un truc, à une occupation, chercher je sais pas quoi, etc. Enfin, descendre d'une coursive. Et elle laisse la caisse en plein milieu du couloir. Et puis soudain, il y a ce fameux plan où on voit le chat en gros plan. Et puis on voit Alien derrière. On se dit, ah non, bon sang, Alien va tuer le chat. Non, non, Alien ne fait pas de mal au chat. Chose étrange, c'est comme il ne fait pas de mal au chat, il y a donc cette idée sous-jacente que Alien étant l'autre étant l'étranger, et on a affaire à un autre étranger qui se trouve être le chat. Deux étrangers ensemble eh bien, vont copiner, vont avoir des choses à se dire. Et c'est pour ça qu'on s'est trompé à la fin en 79 quand on pensait que si une suite était réalisée à Alien, eh bien tout le monde avait en tête que le chat avait été contaminé et que c'est le chat qui survit à la fin avec Ripley qui va contaminer Ripley et peut-être ceux qui vont sauver Ripley de son isolement spatial. Voilà. Donc en fait tout le monde s'était trompé. Jerry Goldsmith, c'est l'artiste, le musicien, le compositeur qui a fait la BO d'Alien. Jerry Goldsmith, merveilleux compositeur. C'est lui qui a fait la musique de Star Trek, de Motion Picture, qui a fait celle de Total Recall. C'est vraiment un artiste grandiose, Jerry Goldsmith. Et il signe la BO d'Alien. Et la BO d'Alien, elle est étrangement, et en même temps, il est tout à fait normal qu'elle se rapproche de celle qu'il avait fait pour La planète des singes. C'est une musique qui est atonale, quelquefois dissonante, et qui met le spectateur dans un stress permanent. Et avec Alien, effectivement, le cadrage, le choix des images, on voit qu'il y a une tension de l'équipage face à quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas.
Et la musique vient rajouter en plus une couche supplémentaire de cette, comment dire, dans cette ambiance vraiment, à couper au couteau, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est le même type donc de musique que nous avons dans La Planète des Singes, où la musique était vraiment très tribale. Et dans Alien, eh bien, Jerry Goldsmith fait un score qui est donc une BO qui est aussi très intéressante. Il est bon de souligner que la BO que l'on entend dans le film n'est pas exactement la même BO que l'on a par exemple sur des CD. Ce n'est que récemment qu'il y a eu une édition de CD de la musique originale du film. Alors la BO originale de Goldsmith, enfin en tout cas sa composition a été un petit peu tronquée ou charcutée par Ridley Scott, mais ça arrive assez régulièrement dans le milieu cinématographique. Dans le cas d'Alien, Ridley Scott désirait que la musique, ce qui est tout à fait normal et logique, accompagne au mieux les images et crée une tension supplémentaire à la fois visuelle et sonore. Et donc la musique composée par Jerry Goldsmith, eh bien, elle est différente de ce qu'on entend et dans le film et sous forme de CD. A été pressé et est disponible auprès du public, tout simplement parce que Scott, à l'époque, avait utilisé quelques morceaux composés par Goldsmith, mais il fait intervenir également d'autres morceaux provenant d'autres œuvres, alors en particulier de Goldsmith aussi, mais par exemple d'un film qui s'appelle Freud de 1962, dont la musique avait été écrite par Goldsmith et qui correspondait un petit peu mieux à ce qu'il voulait pour les images, pour accompagner les images de son film. Lorsque, au début du film, on a la caméra qui panote, qui est dans l'espace, on voit ces planètes, les étoiles, etc. Et on a le titre qui apparaît au fur et à mesure. À la fin, ça fait un titre qu'on identifie comme étant Alien. Mais si on regarde bien, lorsque le titre commence à apparaître, nous avons des sortes de bâtons qui apparaissent, comme si c'était un hiéroglyphe, comme si c'était un alphabet extraterrestre qui apparaît et qu'on n'arrive pas encore à identifier, à déchiffrer. Je ferai le lien avec cet alphabet extraterrestre que l'on a dans le film Predator. Lorsque à la fin, eh bien, le Predator il se voit foutu, eh bien, met en marche un compte à rebours, et donc il y a une sorte de montre d'afficheur digital, et il apparaît dans cet afficheur digital des bâtons lumineux. Eh bien, on a le même titrail qui apparaît au début d'Alien. Eh bien, il était intentionnel de la part de la production, de Ridley Scott et de toute l'équipe, en tout cas décisionnelle, de faire que lorsque apparaît le titre Alien, eh bien, d'abord ça s'inscrive sous forme hiéroglyphique, où on n'arrive pas à identifier, on a l'impression d'avoir une typographie extraterrestre, et puis jusqu'à la fin, donc ça se termine, donc on identifie bien Alien. Pour l'anecdote, ce titre-là qui apparaît dans l'œuvre définitive, Alien, est écrit avec une typographie qui est quand même très sobre. Cette sobriété était voulue par Ridley Scott pour éviter de dévoiler trop sur l'aspect morphologique de l'alien. Et il faut savoir qu'il y avait un titre qui avait été créé par un graphiste qui est un Américain, qui s'appelle Michael Dorrett, et qui avait eu pour mission, pour travail, de créer un titre qui devait être le titre officiel de l'œuvre, Alien, et il a créé un titre en reprenant
les caractéristiques morphologiques de l'alien. Et ce titre-là, vraiment, ce travail graphique est vraiment magnifique, somptueux, mais il a été mis de côté, il a complètement été oublié. D'après son créateur, hein, Michael Dorrett, lui pensait qu'il n'avait été utilisé que pour un transfert à chaud. Nous l'avons appris, enfin en tout cas l'ayant contacté personnellement, je lui ai appris que je lui avais envoyé une photo du poster, ce poster-là qui date de 1979, et en haut à gauche, eh bien, on peut voir la titraille Alien, vraiment assez caractéristique et assez novatrice, on va dire, et il ne savait pas que son travail avait été utilisé pour ce poster-là aussi. Nous terminons cette partie sur le premier Alien de 1979 avec le doublage français de qualité. On peut noter quelques pointures dedans comme Jack Thébault, la célèbre voix du numéro 6 qui double le personnage de H. L'acteur Ian Holm, surtout connu pour son rôle de Bilban Saké dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Jean Roche pour Tom Skerritt, Tanya Torrance pour Sigourney Weaver, Monique Thierry pour Veronica Cartwright, Alain Dorval, la voix de Rambo pour Harry Dean Stanton, Bernard Murat pour John Hurt et Georges Aminel pour Parker. Perrette Pradier, décédée en 2013, assurant elle la voix de l'ordinateur Mother. Le succès d'Alien a été indéniable, un succès populaire déjà à l'époque. Le film a vraiment cartonné au box-office et il a subi quelques critiques, hein, des critiques de critiques cinématographiques bien sûr, qui ne voyaient dans Alien qu'une succession de massacres, enfin bon, un truc vraiment très très basique. Eh bien, il a fallu attendre le Brandywine, donc la production a fallu attendre quand même quelques années avant de faire un projet de suite, d'avoir un projet de suite. Ça a marqué les esprits de James Cameron, que l'on connaît avec Terminator de 84. Et donc en 85-86, il décide de réaliser la suite à Alien, qui s'appelait donc Alien 2. Et le scénario, en fait, il avait été tellement impressionné par le premier Alien que lui-même avait fait un scénario où il y a une sorte de colonie minière, un truc comme ça sur une planète. Je crois que c'était sur Vénus, quelque chose, cette planète-là. Et puis, bon, bah voilà, il fait intervenir des Ripley, etc. Et bon, la production, la Fox, eh bien, demande à James Cameron de travailler sur la suite, de faire un scénario. Et c'est ce qu'il fait. Et il s'attelle donc à Alien, à la suite d'Alien, qui n'est plus Alien 2, mais qui s'appelle Aliens. Et là, le titre est très explicite, hein, c'est pas simplement une suite, c'est carrément une saga qui commence, puisque Aliens a cette connotation de plusieurs aliens, et c'est ce qui est le cas dans le film donc de Scott. Sigourney Weaver reprend du service. Alors l'anecdote, c'est que Sigourney Weaver s'est laissée un petit peu entraîner dans cette histoire-là. Non pas parce que l'histoire ne lui plaisait pas, mais qu'elle est assez antimilitariste. Ce que n'est pas James Cameron qui, dès l'affiche, on voit une Ripley qui est avec des armes, etc. Et donc ça ne voulait pas trop, mais bon, elle a plus subi qu'autre chose. Donc Aliens s'est réalisé une fois de plus en Angleterre. Et ça a fait intervenir d'autres
d'autres artistes. On a quand même Ron Cobb qui participe, qui a créé l'environnement des colons hein, sur Archeron, en tout cas sur LV426, puisque l'histoire d'Alien, vous la connaissez tous, hein, elle apprend que 57 ans plus tard, la planète sur laquelle elle est allée récupérer la bestiole qui a décimé tout son équipage, eh bien, il y a une colonie qui s'est installée et puis on n'a plus de nouvelles de cette colonie-là. Et alors, on reproche à Ripley d'avoir fait exploser le Nostromo, d'avoir fait des pertes de plusieurs centaines, voire de milliers de dollars, millions de dollars, pardon. Et donc, elle repart avec des Marines. Alors là, les gros bras sont là, on va casser de l'alien, etc., etc. Et puis, quand ils arrivent sur la planète, ils découvrent que la colonie a été elle aussi décimée, qu'il n'y a plus qu'une seule survivante, c'est Newt. Et puis les Marines se prennent une pâtée, une pile pas possible, et elle se retrouve, Ripley se retrouve encore survivante avec Newt et X. Voilà. En gros c'est ça. Avec Aliens, nous avons également un autre réalisateur qui a un sacré tempérament, un bagage artistique indéniable. Et dans le cas de James Cameron était, avant de devenir réalisateur célèbre que l'on sait, il était maquettiste, superviseur d'effets spéciaux chez Roger Corman, qui était un spécialiste, un producteur de films de série B, voire même de films de série Z quelquefois. Et James Cameron s'occupait des effets spéciaux. Il était quelquefois réalisateur, mais c'est lui qui s'occupait quand même de la technique. Et là, pour Aliens, il a tout imaginé. L'histoire, les décors, l'arène alien, puisqu'il a imaginé l'arène alien. Dans Alien, c'est une reproduction asexuée. James Cameron crée une reine alien qui pond des œufs. Et donc c'est lui qui a l'idée d'imaginer donc le vaisseau des Marines, qui a l'idée du Power Loader, qui est le robot de charge, etc. Alors il s'est entouré je l'ai dit, de Ron Cobb, précédemment ayant travaillé sur Alien, et puis il fait appel également à un autre artiste de renom, designer et illustrateur, qui s'appelle Sid Mead, qui a fait les designs de Blade Runner, qui a participé, qui a fait également les designs de 2010, Odyssey 2, etc. Et donc lui, Sid Mead, va s'occuper des designs du vaisseau extérieur du Sulaco, etc. Mais en fait, c'est un gros travail en commun entre essentiellement ces trois personnages, également les chefs décorateurs. Hein. Il faut savoir que par exemple pour la reine alien, ce combat titanesque entre Ripley et la Queen a été réalisé sous deux formes. La première, ça a été sous forme de miniatures, hein, c'était des miniatures ou un quart, dans des décors également miniatures, et donc voilà, c'était maintenu par câble et par des tiges, et puis mais quand la comédienne Sigourney Weaver fait face à la reine alien, la reine alien a été construite taille réelle. Donc c'est une bestiole qui faisait à peu près 4 mètres de hauteur. C'est Scott, c'est ses dessins à lui, il a imaginé la reine alien, et il l'a également réalisé grâce à Stan Winston, qui était un maquilleur d'effets spéciaux et spécialiste d'animatronique, et c'est lui qui a fait par exemple le Predator. Et donc ils ont construit cette arène alien là, taille réelle, et c'est Scott qui a tout imaginé, comment ils allaient faire la structure pour que la bestiole de 4 mètres puisse tenir et puisse bouger, etc. etc. Donc vraiment, le film est allé vers un tournant qui était moins cérébral que l'Alien de Scott. C'est James Cameron qui tient tout le film Aliens, cette suite-là, c'est grâce à lui que donc qu'on a une histoire. Tout le film Aliens, c'est James Cameron, hein, c'est vraiment, il porte comme Scott a porté Alien.
James Cameron porte Aliens sur le dos, c'est de sa responsabilité, et puis c'est son œuvre, en effet, son œuvre jusqu'au bout, puisque comme il est spécialiste d'effets spéciaux, c'est lui qui a résolu pas mal de problèmes de tournage et de mise en place des éléments. C'est James Cameron qui fait appel à une nouvelle équipe pour créer l'Alien, bien entendu selon le design de Giger, parce que le design est tellement parfait, tellement parlant, tellement beau qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et donc Cameron fait appel à Tom Woodruff ainsi qu'à son copain Alec Gillis pour créer les costumes, les tenues de l'Alien, les tenues parce qu'effectivement ça s'appelle Aliens et ça s'appelle pas pour rien Aliens, puisqu'il y a plusieurs là des nuées d'aliens qui viennent attaquer les Marines, et là il est plus question de trouver des gars qui ont un physique particulier comme ce fameux Nigérian qui mesure 2 mètres de 20 de haut. Là ce sont des cascadeurs et Tom Woodruff en particulier qui est le maquilleur d'effets spéciaux qui a une taille tout à fait normale pour un être humain, et c'est lui qui va créer donc les costumes. Alors ils sont basés sur le design de Giger, et là au lieu de faire compliqué comme il avait été fait pour le premier film, il n'y avait qu'un seul alien, donc il pouvait se permettre, et puis il fallait créer l'alien, on ne savait pas du tout où aller. Là, on reprend le design, mais de façon à ce qu'on le simplifie en ne faisant apparaître que tout ce qui est en relief. Il y avait un juste corps qui était en noir, et puis les reliefs qui étaient peints d'une façon à ce que ça accroche la lumière, qu'on ait l'impression d'avoir tous les éléments de l'alien, alors qu'en fait on avait simplifié l'alien. Pour le coup, les aliens, et c'est une critique de la part de Sigourney Weaver quelques années plus tard, qui disait que les aliens n'avaient pas du tout la même présence ou la même aura que dans le premier film, mais franchement ça sert le scénario, puisque dans le film il y a plein d'aliens qui apparaissent de tous les côtés. Et les marines sont tellement submergés qu'en fait ils vont subir, ne plus pouvoir faire face à ces nuées, et puis ils vont être décimés aussi un à un. Voilà, le succès, le film a été vraiment très grandement apprécié de beaucoup, même s'il joue sur un autre registre qui est moins délicat que le premier, mais n'empêche que James Cameron a apporté une touche à cet univers-là qui est une touche vraiment personnelle. Il a apporté quelque chose dans cette saga-là. Pour en terminer avec Alien de James Cameron, si Michael Biehn, qui est bien connu du public, est sans conteste la co-vedette du film, il faut également nommer Paul Reiser dans le rôle du pourri de service. Cet acteur deviendra célèbre grâce à la série dont il est le co-créateur et l'acteur principal avec la très belle Helen Hunt, à savoir Mad About You, Dingue de toi en version française. Pour la VF du film, Sigourney Weaver garde sa voix avec Tanya Torrance, et d'autres acteurs de talent comme Roger Crouzet, Marc Alphos ou encore José Lucioni, entre autres, assurent le reste du doublage. Was there an alien on board? Yes. Weapons of any kind? Alors, qui dit alien, dit aliens, et puis qui dit aliens, dit un alien non pas 3, mais un alien cube. Ça tombait sous le sens, puisque nous avons affaire à des œufs, donc le titre avait été trouvé. Ce film-là a été réalisé par David Fincher en 1992. Alors la gestation du film est chaotique. Il y a eu plusieurs scénaristes qui sont intervenus, qui a fait quoi, etc. Enfin, c'est une horreur à dépatouiller là. Je laisse le public, le spectateur, se renseigner sur le sujet, de lire les ouvrages qui vont avec. Mais bon, il y avait une base de travail qui a été refusée. Parmi la base de travail, il y avait un scénario qui était assez intéressant. C'était
je crois que c'est un gars qui s'appelle Ward, qui était vraiment fan d'Alien et qui avait qui avait une idée assez intéressante. C'est qu'il y avait une planète artificielle, un planétoïde artificiel rond, qui aurait été une bibliothèque qui aurait abrité, renfermé des sortes de moines de l'espace. Et alors les dessins préparatoires, on voit on a l'impression d'avoir la Death Star de Star Wars, celle qui est en construction dans le Retour du Jedi, mais donc en miniature, puisque le planétoïde fait 8 km de diamètre, je ne sais plus très bien. On a mis encore notre scénariste dessus, un gars qui était spécialisé, un auteur de livres et de cyberpunk, et puis ça s'est transformé, les moines ont laissé place à des repris de justice, des violeurs, et ces violeurs-là sont devenus des sortes de moines, c'est un peu étrange ce qu'on voit, on voit finalement dans le film, et on a fait Ripley devient, en tout cas Sigourney Weaver devient coproductrice du film. Et puis c'est David Fincher qui a décidé, donc Sigourney Weaver, en lui suggérant de jouer tête rasée, ce qu'a accepté la comédienne. Le film a fait un bid au box-office. Le film n'a pas eu du succès du tout à l'époque. Personne n'a rien compris à cette histoire assez étrange, donc à ce huis clos. Donc la saga a failli se terminer avec ce film-là un peu, je dirais pas décousu, mais enfin en tout cas incompris. Et donc il y a deux versions, je disais, il y a un chien qui met bas un alien, et puis dans le Director's Cut, eh bien là pour le coup c'est une sorte je crois que c'est une vache ou un bœuf, en tout cas le scénario c'est un bœuf qui accouche d'un alien. C'est assez étrange, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin bon, il y a eu une modification au temps, il y a eu des tensions pour créer le scénario original et pour mettre en œuvre la production, et ça s'est poursuivi tout le long du tournage. Et puis, il y a une sorte d'extraterrestre qui se trouve être Alien Résurrection. Alors moi, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est le plus mauvais Alien de la saga Alien, hein. Je ne parle pas de Prometheus, ni de Covenant, ni d'Alien contre Predator, etc. Je parle bien des 4 Aliens, de 79 jusqu'en 97. Là, la Fox demande à Jean-Pierre Jeunet de réaliser Alien. Donc, il y avait un scénario, il est intervenu, il n'a rien fait sur le scénario, Jean-Pierre Jeunet. Il est parti aux États-Unis par curiosité pour savoir ce qu'on lui voulait, ce qu'on allait lui proposer. Et puis bon, le gars a dit oui. Et puis bon, il a commis un alien qui est pour moi l'alien de trop. Il n'est pas spécialement vraiment tout n'est pas à jeter, mais on a l'impression que c'est un alien pastiche. Autant il y avait la parodie la folle histoire de l'espace, hein, où on est dans une scène où au bar il y a l'alien qui sort de la poitrine d'un des comédiens et puis il commence avec son canotier, avec la canne, et à faire des claquettes sur le comptoir. Moi j'ai l'impression quand je regarde Alien Résurrection que c'est un petit peu pareil. Il y a un humour qui est en total décalage avec le sujet. Alors attention, je ne suis pas contre l'humour, mais l'humour, quand il est bien dosé et quand il arrive à bon escient, eh bien, permet d'amplifier un bon scénario et de montrer que l'œuvre est très très bien. Là, c'est un humour qui est potache, c'est un humour qui arrive comme un cheveu dans la soupe. Les personnages sont caricaturaux. Enfin, c'est mon point de vue personnel. Vous pouvez ne pas le partager, mais pour moi, c'est vraiment le plus mauvais.
Je n'ai que j'admire, hein. J'aime beaucoup ce réalisateur, La Cité des Enfants Perdus. Il a un imaginaire et une imagination débordante, mais il a aussi un ego qui peut un petit peu déranger. Franchement, le Résurrection n'est pas pour moi le meilleur et de loin quand même Alien de la saga. Mais bon, quand même, il s'est permis de dire lors d'une interview à propos donc d'Alien, le troisième est le meilleur après le premier. Dans le premier Alien donc de Ridley Scott. Donc le troisième est le meilleur après le premier et après le mien bien sûr. Donc ça, c'est ce qui veut dire que finalement son film se place en deuxième position. Enfin, en tout cas, il place son film en deuxième position dans l'intérêt des films aliens. C'est un petit peu présomptueux de sa part, surtout qu'il n'a pas amené grand-chose, si ce n'est que des situations un peu rocambolesques et un petit peu guignolesques. Alors, qui dit Alien Predator aussi. Alors, Predator, créé au milieu des années 80, un merveilleux personnage extraterrestre qui est un guerrier, un chasseur, qui vient un peu chasser sur Terre. Et donc, début des années 90, en 1990, c'est la société maison d'édition Dark Horse qui édite Alien contre Predator. Et qui met en jeu les deux extraterrestres les plus fameux de la galaxie. D'un côté Alien et de l'autre côté donc Predator, bien entendu. Et il y a eu 24 histoires de créer. Et c'est en 2004 qu'on a décidé de faire un film Alien contre Predator qui a été accueilli de façon tiède, ça n'a apporté ni l'engouement ni des fans d'Alien ni les fans de Predator. Pourtant le film tient quand même très très bien la route, vraiment mieux que par exemple la suite Requiem, Alien contre Predator qui s'appelle Requiem. Là pour le coup c'est un film de série Z personnellement, réalisé en 2007, où là on voit que les moyens n'ont pas été mis. Et Alien contre Predator avait été réalisé par Paul Anderson qui avait réalisé Resident Evil et puis Mortal Kombat. Voilà, pour la saga mêlant le Predator et surtout l'Alien. Bien entendu, la saga Alien ne pouvait que continuer, surtout que Scott avait matière à créer une histoire, ou en tout cas des histoires qui font suite, ou surtout qui sont les prémices de l'Alien, parce qu'on s'est tous interrogés de savoir sur l'origine de l'alien. Qui est l'alien? Moi, pour le premier, je m'étais interrogé sur la nature de l'alien. Est-ce que c'est réellement des extraterrestres ou est-ce que ce sont des essais ou des expériences tout bonnement promenant des humains? Eh bien, Ridley Scott revient en 2012 avec Prometheus. On avait annoncé comme étant une préquelle à Alien, à savoir qu'on allait connaître qui avait créé l'Alien, pourquoi il avait été créé, etc., etc. Ça devait se passer vraiment dans l'univers d'Alien. Et puis là, ça a été la douche froide puisque Prometheus est sorti et puis ça avait le goût de l'Alien, mais ça n'était pas tout à fait une préquelle d'Alien. On ne savait pas si c'était vraiment du Alien qui a un rapport avec l'Alien de 79 ou si c'est un autre Alien avec une histoire parallèle. Non seulement il y avait cette indélicatesse de la part de Ridley Scott qui démontre que Scott n'était pas tout à fait
en phase avec le scénario qu'il a écrit, ou en tout cas peut-être qu'il a subi de la part de la production, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a monsieur, il y avait longtemps quand même qu'il n'avait pas réalisé, on sait aussi très bien que les studios sont là pour faire du pognon, et qu'il y a une forte pression sur les réalisateurs, et que l'on fournit un scénario et un plan de bataille, et qu'on doit s'y tenir. C'est ubuesque. On n'y croit pas une seconde. En plus, ces scientifiques-là débarquent sur une planète, on apprend qu'on ne peut pas respirer, mais quand on arrive sous le silo, et puis bon, il y a de l'eau qui tombe, on sait qu'il y a un microclimat, alors on dit, ah c'est génial, il y a de l'oxygène, c'est génial, on vite, on s'enlève le casque. Il peut y avoir des virus, des champignons, enfin je ne sais pas, c'est pas une attitude tout bonnement scientifique. Bon voilà. Le film, malgré tout, et moi je vais le défendre, même si a priori il était indéfendable et qu'il y a beaucoup plus de critiques à formuler. Donc je trouve qu'il y a quand même matière très très intéressant dans Prometheus. Ce qui est dommage, c'est que justement Scott se perd dans des considérations un petit peu religieuses. Dans le scénario de Ridley Scott, qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Malheureusement, je l'ai dit, il est desservi par des scènes trop chaotiques. Ça part à droite à gauche. Mais quand les terriens, la mission débarque sur la planète donc des ingénieurs, et qu'on découvre que les ingénieurs se sont livrés à des expériences qui leur ont échappé et ils en sont morts, etc. Normalement, dans le scénario original, on avait droit à des fresques et qui nous expliquaient pourquoi et comment, ou en tout cas on aurait pu avoir des bribes d'informations qui nous auraient permis de comprendre pourquoi les ingénieurs ont agi ainsi. On aurait pu apprendre également que les ingénieurs en fait étaient eux-mêmes une création, et que ils se mettaient à créer quelque chose, et nous-mêmes étant une création des ingénieurs, on se met à créer également des androïdes, enfin en tout cas des êtres artificiels intelligents, et etc. Donc voilà, c'est le fameux qui de la poule ou de l'œuf a été avant. Et Prometheus devait répondre à des questions, ce qui fait que Prometheus, au lieu de répondre à des questions, soulève des questions auxquelles il ne répond pas. Et ces questions, malheureusement, on ne répond pas non plus dans Covenant, qui est la suite, qui est une suite assez décevante, il faut le reconnaître. Comme les colons agissent de la même façon que les scientifiques dans Prometheus, les colons de Covenant, sont aussi improbables que les scientifiques de Prometheus. On débarque sur une planète, on répond encore à un appel de détresse. C'est une manie chez Scott. À chaque fois qu'il y a un vaisseau qui se déplace dans l'espace, il y a toujours un appel de détresse. Donc il faut arrêter l'émission, parce que sinon, si on répondait à tous les appels de détresse, on ne s'en sortirait pas. Donc le vaisseau des colons part pour une planète, et puis finalement on fait un détour par une autre planète parce qu'il y a un signal. Ah ok, alors bon, on peut comprendre qu'on réponde à un signal, mais les colons débarquent. Je sais pas, il y a un minimum quand même qui est que on prend quand même des précautions. On débarque sur une planète étrangère, on sait qu'il y a une biologie différente, on est colon, mais on est à la fois, on a subi quand même, pour partir dans l'espace comme ça, dans une mission qui coûte extrêmement cher, on a subi quand même des tests, on a fait des expériences, et puis surtout on a été rompu aux disciplines scientifiques. On sait très bien comment se comporter en pareil cas, et on débarque peut-être avec des scaphandres, et on essaie de se protéger. Là, les colons débarquent, allez vas-y, j'écrase tout sur mon passage. On voit qu'il y a du blé qui a été planté, un peu gigantesque le blé, mais il y a une explication aussi là-dessus. Et puis il y a un des colons qui va pisser un coup, et puis vas-y, tiens, je t'écrase une spore, et puis moi je vais t'écraser un truc comme ça, je vais respirer un machin comme ça. Bon voilà, il y a des comportements un petit peu aberrants qui gâchent le film. Sinon, tout comme Prometheus, il y a des éléments qui, moi, personnellement, je me suis raccroché donc à ces éléments-là, et qui montrent que le scénario est beaucoup plus intelligent que ça,
et que le David que l'on découvre sur la planète, eh bien, a un comportement, comment dire, qui égale celui des humains. En fait, David est encore plus humain que les humains, et encore plus salaud, et encore plus imbécile que les humains. Et ça, je trouvais vraiment assez intéressant. Ça veut dire que le scénario est très très fouillé. Mais il est tellement fouillé qu'il en devient bordélique, et Scott s'est perdu dans ce bordel scénaristique, et c'est un petit peu dommage. J'ose espérer que les suites qui seront données à Prometheus et à Covenant nous apporteront des réponses plus claires que ce qui nous a été donné d'avoir dans ces préquels. Ce que je voulais également rajouter, c'est que dans la saga Prometheus et Covenant, enfin en tout cas dans les préquels, eh bien cette histoire d'évolution, eh bien l'Aliens de James Cameron n'a pas sa place. Ça veut dire que on prend Prometheus Covenant, peut-être un autre film qui est en préparation, qui va faire le lien avec l'Alien que l'on connaît de 1979. Mais dans ce schéma scénaristique, il n'y a pas la place pour l'Aliens de James Cameron, parce que nous avons vu que la reproduction de l'Alien est une reproduction asexuée, qui se passe donc de relations mâle-femelle, et alors que Cameron ayant créé une femelle, une reine alien, eh bien soudain ça vient comme le nez au milieu de la figure. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est de trop. Concernant la saga Alien, cela concerne également d'autres sagas, on l'a vu avec Star Wars aussi. Donc les séquelles qui sont produites n'ont plus quasiment de sens. Ça n'apporte plus de réflexion réelle, ça n'apporte plus rien à une œuvre. On se contente de faire des suites ou des préquels sans imaginer des retombées psychologiques, morales, ou en tout cas on ne fait plus réfléchir le spectateur. Et ce qui serait bien dans le cas d'Alien en particulier, justement, c'est qu'on revienne à des poncifs, à des valeurs qui nous interrogent sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes par rapport nos relations à autrui. Voilà, c'est cette fameuse altérité, l'autre, ses rapports à l'autre, etc. Et ça serait vraiment faire des œuvres intelligentes, et non plus des œuvres bassement commerciales. Donc une doléance qui est envoyée à nos amis donc James Cameron et Ridley Scott. Espérons que effectivement qu'ils produiront des œuvres plus intelligentes. Concernant les fameux PRODER, les produits dérivés d'Alien. Déjà, alors en 79, chose amusante, Alien est un film adulte, sérieux, je veux dire, c'est pas à mettre entre les mains de gamins. Eh bien, la société de jouets Kenner avait produit une figurine articulée de l'Alien qui a à peu près cette dimension-là, et à l'arrière, il y a une gâchette, et le gamin pouvait faire sortir avec la gâchette la mâchoire donc de l'Alien qui s'ouvrait, qui se fermait. Et c'est quand même assez étonnant qu'un gamin, des gamins de 10-12 ans puissent s'amuser avec une bestiole qui décime tout un équipage. Pléthore de goodies existent sur Alien. Nous vous présentons qu'un petit extrait, à vous de vous faire plaisir en dénichant l'objet collector de vos rêves. Terminant cette partie en mentionnant le fait qu'Alien, le premier film de 1979, a également influencé l'univers de Marvel. En effet, à travers une aventure des X-Men qui affrontent une race d'extraterrestres nommée les Brutes, datée de 1982. Ceux-ci pondent des œufs dans le corps de leurs victimes pour les transformer en Brutes. Ça ne vous rappelle rien? Le design aussi rappelle furieusement quelque chose. Alien a connu de nombreuses éditions vidéo, dont une sur le support de la PSP de Sony, l'UMD, et bien entendu également sur le défunt Laserdisc. Alien se sera aussi essayé à la publicité avec Pepsi Cola.
Phase S est à présent terminée, merci de nous avoir suivis, rendez-vous dans quelques mois pour une prochaine émission. D'accord. Donc James Cameron fait appel à cette fois-ci non plus à Giger. Giger était là simplement en esprit, mais on reprend... Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Oui, il y a une... Celle-là qui va. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.